Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Patrick. Rabbi Jacob, la boum, la zézaz diva, le grand blanc avec une chaussure noire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? 500 musiques de films. Vous pouvez rajouter La Chèvre, vous pouvez rajouter La gloire de mon père, Le château de ma mère, Un éléphant, ça trempe énormément. Le dîner de con, L'amour en héritage. Voilà, vous pouvez On peut en rajouter encore, mais il y en a des centaines. Regardez, moi j'ai trouvé ça, je ne sais pas si on peut arriver à les soulever. C'est énorme, 4 cubes. Il y a quoi? Il y en a 15 jours, j'ai calculé 15 jours de musique si on veut vous écouter, et ce n'est pas toute votre œuvre, hein. On peut passer 24 heures sur 24 à vous entendre. Hein. Je prépare encore un coffret maintenant. Je voulais l'avoir prêt pour les concerts que je donne fin avril au Grand Rex, mais malheureusement, je ne crois pas que je serai prêt avec ça. C'est un gros travail de faire les coffrets. Mais quand je dis 500 musiques de films et 80 ans. J'ai presque envie de vous dire presque bon anniversaire. Je préfère que vous parlez des 500 musiques que des 80 ans, mais là, c'est le côté marketing des producteurs. Oui. Non, mais je veux dire, vous allez fêter vos 80 ans sur scène. Il n'y a rien de plus beau que de fêter ça sur scène. Si, il y a plus beau de fêter ses 30 ans sur scène. Ou ses 40 ans, ou ses 50 ans, mais on doit arriver aux 80 ans pour les fêter. Bon, enfin, je m'en passerai bien, mais c'est comme ça. Oui, et donc, ça va être par exemple l'As des As qu'on entend sur scène. Regardez, Vladimir Cosma. Moi, je dis ça, c'est merveilleux, regardez. Il était beau, mais belle, hein, oui. Zézas. Et là, quand on entend votre musique, on imagine en train de faire des cascades portées par un hélicoptère ou un avion quelconque, quelque chose. Qu'il faisait lui-même, quoi. Lui-même. J'ai assisté à ça, d'ailleurs. Alors, quand vous écrivez la musique, vous pensez à ça? Vous pensez à Bébel? Je pense à lui. Je pense beaucoup aux acteurs qui jouent dans les films, parfois même plus qu'aux scènes même, puisque chaque acteur m'inspire une autre démarche musicale. Vous voyez que si j'écris pour De Funès, c'est pas du tout la même chose que si j'écris pour Pierre Richard, qui est un personnage plus ludique. De Funès, c'est plus nerveux, plus musclé. Belmondo, c'est l'aventure, c'est autre chose. Souvent, il y a des poursuites sur ces trois personnages, poursuites dans une comédie. Mais si vous écoutez ce que j'ai écrit sur chacun de ces personnages, vous allez voir que le traitement de ces poursuites est complètement différent. Et ça vient surtout de l'acteur, du personnage. Et alors le réalisateur vous dit, Vladimir, il va y avoir une scène de face à face, une scène d'amour, il y aura une scène au restaurant, il y aura une scène, etc. Et donc vous imaginez là-dessus ce que vous allez pouvoir faire? Bah oui, forcément, bien sûr, bien sûr. Je vois le film avec les metteurs en scène. Avant, on passait presque une semaine dans une salle de montage avec le metteur en scène, les monteurs, pour discuter, pour échanger des idées par rapport à ce qu'on va faire. Maintenant, les choses sont accélérées un peu, c'est-à-dire que les choses se font de plus en plus vite et la plupart du temps, je reçois une cassette du film à la maison, sans metteur en scène, sans monteur, je me débrouille avec ça comme je peux. 3 jours plus tard, on me renvoie une cassette avec des choses changées. Je dois revoir le film pour voir les changements. Je veux dire, même une fois, vous avez fait sur le bal, pour lequel vous avez eu le César de la meilleure musique de film, vous avez dû refaire toute la musique alors que le film avait déjà été tourné. Oui, non, ça, mais attendez, il faut le faire, ça. Hein. Ben oui, ça arrive, tout arrive. Vous savez, on me demande si je fais la musique avant de voir le film, après, si le film m'inspire ou pas. Il m'est arrivé effectivement ce cas extrême de faire une musique sur un film qui était déjà tourné et la musique qui avait été déjà composée, enregistrée et mixée. Oui. Le bal d'Ettore Scola avec une musique écrite a priori au début par Armando Trovaioli qui était son compositeur. Il se fait que les distributeurs n'ont pas voulu sortir le film avec la musique qui avait été faite et ils m'ont appelé pour le faire ça, sinon il ne voulait pas sortir le film. Et puis vous faites une chose absolument merveilleuse. Qu'on entend là, hein, écoutez, c'est un quiz facile. Hein. Alors là, on vous voit sur ces images, Vladimir, vous êtes extraordinaire. Il y a des chœurs, il y a sur scène, vous êtes combien de musiciens là? On est 80 musiciens, 80 choristes. Et il se peut, je vous dévoile pour la première fois,
Donc vous avez en scoop que probablement je vais avoir des danseurs, les danseurs qui ont dansé dans le Rabbi Jacob, le groupe d'Ilan Zaoui, qui va être présent lors des concerts au Rex et qui vont danser cette danse sur scène. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Gérard Houry, à ce moment-là, quand il fait Rabbi Jacob? Mais écoutez, la première rencontre que j'ai eue avec Rabbi Jacob, avec Gérard Houry... Vous avez aussi rencontré Rabbi Jacob. Voilà, évidemment, bien sûr. Mais la première rencontre avec Gérard Houry, je n'étais pas engagé pour faire la musique du film. C'était pour me tester, en fait, sur cette danse-là. C'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà, dans un mois, je dois tourner peut-être la plus intéressante, la plus importante scène du film, qui est la danse que Louis de Funès va faire pendant le film. Et il faut qu'il y ait une musique préenregistrée, puisqu'on doit faire une chorégraphie et il doit danser dessus. Et en fait, après, j'ai appris qu'il avait demandé de faire des maquettes et des essais à tous les compositeurs connus sur la place de Paris, de Leroux, Paul Naref, tout ça. En fait, j'ai appris que tout le monde travaillait sur cette danse-là, qui était pour lui le test pour savoir le compositeur qu'il va engager pour le film. Donc j'ai participé à ce concours, si vous voulez. Et j'ai été choisi pour faire la danse et ensuite la musique du film. Comment on peut imaginer que des thèmes comme ça, eh bien, aujourd'hui, bien sûr, les films ont été des grands succès, mais ces thèmes-là marquent. C'est-à-dire que tout le monde s'en souvient. Tout le monde peut fredonner vos musiques, Vladimir Cosma. Mais écoutez, ça c'est une bonne question, mais j'ai pas la bonne réponse. Oui. Parce que non, mais il y a un truc on entre populaire, universel, quelque chose. On entre dans un truc d'inspiration, de goût personnel de chacun de nous, qui fait qu'il y a des musiques qui restent, qui touchent les gens. Il y a d'autres qu'on peut retenir qui sont aussi presque pareils, mais qui ne les touchent pas. Et ça, il n'y a pas de règle. Vos origines roumaines, quelque chose comme ça. Il y a un mélange de tout ça. Il y a un mélange de tout ça, c'est-à-dire que j'ai gardé toujours mon âme de l'Est, des pays de l'Est, de la Roumanie, d'où je viens, mais en même temps, je suis devenu peut-être le compositeur le plus français du cinéma français, puisque ma musique est remplie de l'esprit français, de ce goût-là. Et ce mélange-là, avec ma culture de musicien classique, puisque j'ai fait toutes les études dans les conservatoires en Roumanie et ensuite en France, tout ce mélange-là et ce que je suis fait que je fais ces thèmes-là que vous entendez, vous m'en demandez comment je fais. Mais je raconte ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même, ce qui est ma vie en fait. Ouais. Et vous pensiez donc à De Funès il y a quelques instants pour Rabbi Jacob, et vous l'avez cité, vous pensez par exemple à Pierre Richard, pour lequel vous avez composé tellement de musique formidable. On en entend une, tiens, c'est le jouet là. Écoutez et regardez Vladimir Cosma sur scène. Absolument formidable. Hein. Alors évidemment, on pense à La Chèvre aussi avec lui, on pense à Zamfir et sa flûte magique, on pense à... Vous savez, j'ai introduit cette musique dans mes concerts que je ne jouais pas au début, parce que c'était pas aussi connu en France que le Grand Blond ou La Chèvre, etc. C'est une musique qui est appréciée, mais qui n'était pas célébrissime comme les autres. Sauf qu'en Russie et dans les pays de l'Est, elle est plus connue que tous les autres. Et quand j'étais appelé en Russie, on m'a exigé par contrat de jouer la musique du jouet. Bon, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont envoyé une revue, la revue Izvestia, ou je ne sais pas, la plus connue russe, où ils faisaient un sondage auprès du public russe, quelles sont les musiques préférées, ce qu'ils ont. Et en tête, première place, c'était la 5e de Beethoven. En deuxième place, c'était le jouet. Et en troisième place, la symphonie en sol mineur de Mozart. Alors là, je me dis, c'est bien. Bon, j'étais un peu déçu, j'étais que deuxième, mais enfin, je me dis, bon... Vous auriez pu battre Mozart, quand même, Vladimir. Oui, bien sûr. Ah. J'ai battu Mozart, quand même, mais pas Beethoven. Ouais. Donc. Mais enfin, par respect, je me dis que j'étais très, très heureux et tout ça. Mais enfin,
Donc, j'ai dû réécrire pour orchestre, parce que vous savez, quand je donne des concerts, je réécris toutes mes musiques pour les besoins du concert dans une forme beaucoup plus ample, plus développée, plus intéressante dans un sens, si vous voulez, tout en gardant le parfum et la couleur de la musique du film. Donc, je l'ai écrite pour la Russie, et après, je l'ai introduite dans mes concerts en France. Donc, je la joue souvent dans mes concerts en France ou dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'une bonne musique de film? Vous répondez, c'est juste une bonne musique. Parce qu'au fond, la musique de film, ça existe en soi. Est-ce que la musique peut être écoutée comme ça, sans penser au film? Une bonne musique. À mon sens, c'est indispensable que ça soit comme ça, et c'est pour ça que je n'aime pas les musiques descriptives, je n'aime pas les musiques qui décrivent ce qu'on voit déjà dans le film. Je crois que s'il y a une poursuite, il n'y a pas besoin de faire d'en rajouter. Voilà. C'est-à-dire que je fais vous savez, si vous écoutez la musique du Grand Blond ou d'autres musiques, ou la musique du Rabbi Jacob, ça ne vous décrit pas la scène. C'est une musique qu'on peut très bien écouter sans ça. Et pour ne pas me citer moi-même en exemple, je vous dis, on parlait de Mozart tout à l'heure. Si vous prenez une symphonie de Mozart ou un concerto de piano de Mozart, vous la mettez sur une scène de suspense terrible de Hitchcock, elle va très très bien coller. Si vous la mettez sur une scène d'amour, elle va aussi très très bien coller. Parce que la musique, c'est comme un caméléon. Elle prend la couleur du film et pas le contraire. C'est pas le film qui prend la couleur de la musique, puisque le film est déjà tourné. Mais la musique est quelque chose d'abstrait. Ouais, ça ne dit pas les choses avec la précision des mots. Vous dites une phrase, elle ne peut pas dire autre chose que ce qu'elle dit. Tandis que la musique, elle peut être interprétée, elle peut se balader d'un film à l'autre et très très bien coller. Vous savez, la musique de Wagner, de la Valkyrie qu'on a dans le film de Apocalypse Now, vous voyez, sur les nazis, sur tout ça, c'est un film qui fait un effet terrible. Bon, on dirait musique de nazis, moi je l'ai vu sur des films pornographiques avec des gens qui font des partouzes, et ça colle très bien aussi. C'est incroyable. Voilà, donc mais ça, écoutez cette musique-là, Vladimir Cosma, difficile de l'imaginer sans penser à Sophie Marceau. Écoutez. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît simple, mais ça l'est pas. On va écrire un tube comme ça, Reality. Vous savez, je ne peux pas vous faire toute l'histoire de cette chanson et de la façon dont on l'a fait, ça nous prendrait toute l'émission. Mais il y a une partie de technique et d'études de comment on fait un slow, parce que j'étais pas, avant de faire cette musique, j'étais pas un spécialiste des musiques de boîte de nuit ou des slows ou des chansons anglo-saxonne, comme ça, c'est la première fois que je faisais ça. Mais si vous voulez, l'inspiration première mélodique de cette musique, je l'ai faite avant toute approche scientifique de ce que c'est un slow ou autre chose. J'ai fait quelque chose qui sortait de moi, qui me sentait une mélodie, une construction qui me semblait m'appartenir et être dans ce qu'on appelle mon style, quoi. Après, c'est l'arrangement, toute la mise en forme, le choix des chanteurs, l'orchestration que j'ai faite moi-même, qui lui donne cette couleur qui l'a fait se balader dans tous les charts de tous les pays du monde entier. Et combien ont dansé là-dessus, sur le modèle du film, hein. Vous savez ça, hein. Des rencontres, des amours qui sont nés là-dessus. Bien sûr. Ça vous fait plaisir? Évidemment, vous savez, on aime, quand on est un artiste, on aime durer et faire plaisir aux gens, et que votre musique, quand j'entends 50 ans après ou 40 ans après que j'ai écrit une musique, elle est toujours là et qu'elle a toujours sa place, et même parfois plus qu'elle avait au moment où c'est sorti, c'est extraordinaire. C'est un cadeau du ciel, quoi. C'est être populaire. Parce qu'au fond, c'est ce mot-là, on vous la colle. Et ça vous fait plaisir. Des films populaires et des musiques populaires. C'est de la musique de films populaires, mais savante en même temps.
C'est-à-dire que c'est des musiques que j'espère, elles sont pas banales, si vous voulez, parce que souvent on dit ah ça reste dans ma tête, etc. Il y a beaucoup de musiques qui peuvent rester dans la tête, mais si ça devient déjà entendu, c'est des choses qu'on a entendues déjà 25 000 fois à droite ou à gauche, ça reste dans la tête, mais ça, on les oublie après, et c'est des choses trop convenues, trop conventionnelles. La difficulté, c'est de faire des choses qui paraissent simples, qui sont simples, mais qu'on n'a jamais entendues, oui. et qui ont leur couleur particulière, que ce soit dans la boum, ou dans le Grand Blond, ou dans la Jacob. Oui. Voilà, ce sont des choses qui me semblent, qui ressemblent à rien d'autre avant. Écoutez le Grand Blond et regardez Vladimir Cosma en concert. Il y a de la postérité. On se dit c'est immortel ça. Oui, ben écoutez, que Dieu vous entende. Que Dieu vous entend là en direct, mais ce qui est marrant, c'est que vous entendez cette musique que je jouais dans ce concert-là sans flûte de Pan, alors que c'est une musique qui a sa célébrité par la flûte de Pan, par l'instrument soliste. Et j'ai eu très très peur de la jouer sans la flûte de Pan, mais je voulais faire une espèce d'essai, voir si c'est l'instrument, la couleur qui lui a apporté cette célébrité, ou j'aurais fait avec autre chose si ça fonctionne quand même. Donc je l'ai joué sans la flûte de Pan, et les gens venaient, le succès était immense, avec ou sans flûte de Pan, ouais. Et les gens après le concert venaient et disaient ah ben c'est formidable, on aimait ça, mais on entendait la flûte de Pan, mais on ne la voyait pas, on la cherchait partout, mais il ne la voyait pas. Il ne la voyait pas, il pensait qu'elle était cachée. Ouais. Il l'entendait. Il l'entendait sans qu'elle Il l'entendait dans leur imaginaire. Ça, quoi, mais cette fois-ci, je fais un arrangement nouveau pour les prochains concerts où on va l'entendre et la voir et ne pas l'entendre en même temps. Ouais, c'est un peu compliqué, mais ouais. Voilà. Ouais. Quand vous avez celle-là, par exemple, ça vous rappelle Claire Ambart, Yves Robert, le premier qui vous confie une musique de film. C'est Yves Robert qui me confie Tout a la commencé première avec musique lui. qui était Alexandre le Bienheureux. Ouais. Mais ça, c'était la deuxième musique que j'ai fait pour lui. Merveilleux Yves Robert, on salue l'immense artiste. Ah, oui, il était un humain formidable. Qui n'a pas actuellement la place en tant que nom qu'il devrait avoir. On parle beaucoup d'autres, mais lui, pour moi, c'est le plus grand, et on parle moins, je ne sais pas pourquoi. Vous restez fidèle jusqu'au bal des Casse-Pieds, jusqu'au bout, toujours, à Yves Robert. C'est-à-dire, dans toutes ces musiques, il y en a 500. Il y a même là, dans ce volume-là, des inédits, des raretés, etc. 500 musiques, peut-être encore davantage. Est-ce qu'il y a une musique, quelque chose qui vous touche plus que les autres? Vous dites celle-là, c'est pas pareil. Ben écoutez, moi je n'écoute pas mes musiques pour me faire plaisir. Vous savez, je me fais plaisir en écoutant du Ravel, du Miles Davis ou du Léo Ferré ou autre chose. Mais si vous voulez, ce qui me fait plaisir, c'est comment le public reçoit mes musiques ou des événements autour de ça. Bon, alors, des musiques qui m'ont marqué, qui restent pour moi très importantes, c'est d'abord ma première musique de film, Alexandre le Bienheureux, qui n'est pas le plus grand succès, mais c'est celle qui m'a fait ce que je suis. C'est à partir de ça que j'ai fait toutes les autres, etc. Bon. Sinon, des rencontres énormes avec le public, comme la Boum ou le Rabbi Jacob. Je ne peux pas être indifférent au goût des gens qui aiment une chose. Ouais. Quand vous faites par exemple ça, voilà, la 7e cible, c'est une musique absolument extraordinaire. Oui, concerto de violon. Oui. Voilà, bien sûr, c'est une musique que j'aime beaucoup, surtout qu'elle est entrée dans le répertoire des concertos de musique de violon classique. Il y a Ivry Gitlis qui l'a joué, il y a Vadim Repin, il y a beaucoup de grands violonistes qui la jouent.
et je la joue moi-même lors des concerts que je donne. Oui, avec l'Orchestre national symphonique de Roumanie. On a un double CD avec les grands moments en concert et on va pouvoir vous applaudir donc les 24, 25, 26 avril au Grand Rex à Paris, dans un cinéma mythique. Finalement, le cinéma, la musique, comme ça, c'est le spectacle, grand spectacle. Écoutez, ça me semblait approprié de donner mes concerts au Grand Rex, qui est une superbe salle, une des dernières superbes salles qui sont à Paris, qui est en plein centre de Paris. On peut y accéder facilement. C'est un temple du cinéma et ça me fait plaisir de jouer là-bas. Et c'est ça à l'ombre de tous ces grands films, de tout ce monde qui est passé. Donc, si vous voulez, les concerts que je donne ne sont pas... Évidemment, j'ai joué au Théâtre du Châtelet ou au Palais des Congrès ou au Zénith et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est une salle qui a une âme que les autres n'ont pas, de la même façon. Merci, Vladimir Cosma. On va se quitter en musique. Tiens, encore l'As des As. Vous êtes l'As des As, c'est un mot qui vous va bien. L'As des As de la musique de film. Bon, écoutez, si vous voulez bien. Bon. Merci, Vladimir Cosma. Laissons la place à Belmondo, aux grands acteurs, à De Funès. Oui. Quel As des As, c'est celui-là aussi. Il nous manque beaucoup. Merci, Vladimir.